Et bonjour, bonsoir. Bon, je ne sais pas ce que va donner cette vidéo. J'ai essayé de faire des réglages, mais mon teint glowy ressort absolument. Bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce soir, comme vous pouvez le voir, je suis exténuée, je suis fatiguée. On est dans ma chambre. Je suis quasiment prête pour aller me coucher. Je suis déjà en pyjama. Je voulais faire cette vidéo pendant que c'était encore à chaud, pendant que je pouvais vous donner toutes les informations, pendant qu'elles sont fresh dans ma tête. Voilà ce qui se passe. J'ai devant moi un gros dilemme. On est toujours sur la problématique de la PMA monoparentale. La PMA monoparentale en France n'existe que depuis peu de temps et j'ai cette peut-être sensation inexacte, mais en attendant ressentie. Et je peux vous dire que je suis quelqu'un d'instinctive. J'écoute beaucoup mes instincts. Ça m'a pas évité de me faire avoir à plusieurs reprises, mais maintenant que j'écoute mes instincts, ça m'évite d'aller sur des situations où il y a des warnings absolument à écouter et qu'avant je refusais d'écouter. Donc, ce qui se passe avec ma gynéco-française, c'est que, comme je vous disais, j'ai l'impression vraiment qu'elle m'a pris en grippe. Elle est très distante avec moi. Quand je pose des questions, elle est à dévier, à dire que c'est pas le moment, à dire que je fasse déjà tous les examens, que lorsqu'on se reverra à ce moment-là, eh bien, adviendra que pourra, et si la procédure peut se faire, alors j'obtiendrai toutes les réponses que j'ai à obtenir. Sauf que lorsque j'ai fait l'hystérographie, ça a été une grosse surprise. Je ne savais pas que ça allait être la gynéco qui m'a aidée à lancer la procédure de la PMA. Quand j'entends aider à lancer la procédure de la PMA, j'entends me rencontrer lors d'un examen qui a duré 10 à 15 minutes maximum. En plus, on a été dérangé par une infirmière qui parlait d'un couple qui s'était trompé de rendez-vous, et du coup, elle leur a dit oui, ben, je vais les prendre, pas de souci, je vais écourter avec mademoiselle, en parlant de moi. Donc je me suis sentie un petit peu, bon, ben, voilà, un petit peu, hop, le rendez-vous est moins important, on va prendre le couple qui s'est trompé de rendez-vous. Ok, très bien, c'est pas grave, admettons, 30 secondes. Cette gynécologue, lorsque je l'ai revue à l'hystérographie, ou hystérossalpingographie, pardon, je lui ai dit, bon, quand est-ce qu'on se revoit, tant mieux si tout va bien, maintenant, quelle est la suite? Elle a été très sèche et elle m'a sorti cette phrase que j'oublierai pas en me disant: vous seriez avec votre radiologue normal, vous ne lui auriez pas posé cette question? Non, mais en fait, je ne suis pas avec mon radiologue normal puisque j'ai la personne devant moi qui m'accompagne et qui vient de m'aider depuis 3 mois à lancer cette procédure de PMA. Oui, mais là, c'est pas le cas. En fait, moi, je suis là en tant que radiologue, je ne suis pas là en tant que gynécologue en aide en processus de PMA, donc je ne vais pas vous répondre, je ne suis pas là pour ça. Elle m'a bloquée. Un freezer. J'étais vraiment déconcertée par sa réponse. C'est pas grave. On ravale, on laisse de côté, on se dit que les choses vont bien se passer quand même, et on met ça de côté. Du coup, je vais vous expliquer tous les examens qu'elle m'a fait faire. Après, je vais vous expliquer un appel que j'ai reçu. Je crois aussi beaucoup aux signes, et je me dis que cet appel-là, je ne l'ai pas reçu par hasard. Donc, voilà ce qui se passe. Hop, je vais essayer de caler si j'y arrive. Je vais un petit peu voilà. Bon,
Alors, on va commencer par le commencement. Comme je vous avais dit, mon ex-petite amie, l'individu en question, a dans un premier temps provoqué chez moi un papillomavirus. Papillomavirus que j'ai découvert parce que j'avais des symptômes de douleur. Donc, on a fait ces examens-là. Détection du HPV, l'immunologie, sérologie, qui inclut donc à savoir s'il y a l'hépatite B, le chlamydia, le VIH, la sérologie de la syphilis, recherche d'IST par amplification génique et recherche des microplasmes urogénitaux. Papillomavirus HPV, dépistage primaire positif. Donc, j'ai aussi une uréa plasma, c'est imprononçable. En clair, dans les 2 IST qu'il m'a transmises, il y a une bactérie qui va dans la vessie et qui normalement devrait avoir été éradiquée par 10 jours d'antibiotiques. Et je vous rappelle que je n'ai pas la rate, le cerveau du système immunitaire, donc on n'en est pas complètement sûr. Bon. Le premier papier que je vous ai montré, je ne sais pas si ça va être rétroversé à la caméra de la vidéo que je vais vous transmettre. Je vous ai expliqué que faire des vidéos, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas là pour divertir. Tout est en one shot. Je fais vraiment de mon mieux. Et si je peux faire en sorte que vous soyez avec des informations qui puissent vous éviter ma situation ou qui puissent vous guider pour passer le cap, pour devenir parent ou monoparental ou homosexuel ou hétérosexuel, parce que vous vous dites mais c'est compliqué, mais je sais pas où je mets les pieds. Moi c'est tout ce qui m'importe. Donc dans ce fameux document, au tout début, tout ça, ce sont les numérotations du HPV, type 16, 18, 45, 31, 51, 52. Ça va de 16 à 68, avec quasiment tous les deux... Enfin bon, bref. Vous avez, dans les chiffres que je viens de vous citer, les HPV les plus agressifs, et les 2 plus agressifs sont le 16 et le 18. Donc, en mon cas, il y a non détecté, jusqu'au type 52, non détecté inclus, et détection autre HPV-HR détectée. Voilà. Par contre, évidemment, négative à l'hépatite B, au chlamydia, etc. Et tant mieux pour moi. Ensuite, donc, mon gynéco, après avoir discuté avec moi, comme je vous l'avais dit, m'a dit « T'as un gros désir d'être maman. C'est parce que c'est moi qui lui en ai parlé. Tu m'as parlé de la PMA qui te trottait dans la tête, à laquelle tu avais réfléchi depuis longtemps. Je ne vais pas aller qu'autoriser pour le moment les cellules contaminées. On a encore un petit peu de temps. Mais en échange, il faut que tu commences maintenant tes procédures de PMA. Et je vais te demander que l'on fasse des biopsies régulièrement. » Là, ce document-là, c'est le compte-rendu de la première biopsie qui inclut 3 biopsies. Il a mis un colorant, il a coupé 3 parties à l'intérieur de mon utérus. Conclusion du col utérin, lésion malpighienne intra-épithéliale, focalement de haut grade, à type DE, 2, CIN1 A2 selon l'OMS 2014 avec stigmate d'infection à HPV. HPV, c'est le papillomavirus. Donc en clair, je suis entre le stade 1 et 2, mais ces cellules-là atteindront ce qu'on appelle le stade de haut grade.
le stade de haut grade, c'est inévitablement droit vers le cancer. Voilà. Je ne sais pas à quelle est ma perche. Je vais vous donner la nausée. Et je suis désolée. Ça va bien mieux. Ensuite, bon là, il a fait un courrier pour la PMA, pour la gynécologue de la PMA, où il a expliqué qu'on avait découvert le HPV, que j'avais une dysplasie de bas grade avec focalement haut grade, type CN1-2, tatati tatata. Et là, on commence un premier examen que la gynécologue pour la PMA m'a demandé de faire. Cet examen, c'est le bilan d'infertilité. Oh, j'espère que vous pourrez voir. Le bilan d'infertilité consiste à une échographie transvaginale. Ils mettent une sonde à l'intérieur. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'ils précisent sonde endovaginale nettoyée et désinfectée, suivant le protocole en vigueur. Merci. Conditions d'examen satisfaisantes. Utérus, il donne la taille, 59 mm x 40 mm. Vous êtes enchanté de savoir que j'ai un utérus qui mesure cette taille. Ovaire droit, 30 mm, ovaire gauche, 30 mm, donc tout va bien. Utérus intermédiaire, endomètre fin. Donc je ne sais pas ce que ça signifie, hein. Je ne vais pas broder pour vous dire n'importe quoi. Sur mon latéraux-utérin gauche, j'ai 5, 0 et 1. Sur mon latéraux-utérin accessible mobile droit, j'ai 14, 0 et 0. Ce qui en fait 19 au total. Pas d'hydrosalpinpix. Ok, très bien. Ça signifie tout simplement que j'ai 6 ovocytes à gauche, 14 ovocytes à droite, ce qui est très très bien. Normalement, je devrais en avoir un petit peu moins à droite que 14 au vu de mon âge, mais voilà, c'est tant mieux pour moi. Ensuite, elle a demandé que je fasse des examens sanguins de biochimie et hormonologie. De sérologie également, de clitomégalovirus, donc je pense que c'est, je suis même sûre, c'est pour être certaine que je n'ai pas le chlamydia, anticorps du VIH, si j'en avais développé, si ça voulait dire que j'étais contaminée avec le VIH, sérologie de l'hépatite B, sérologie de l'hépatite C, tout ça, tout va bien. Elle a demandé également une hormonologie juste avant qu'on fasse l'hystérographie. Donc, cette hormonologie montre que mes dernières règles datent du 10 février 2024. C'était donc 2 jours avant l'examen d'hystérographie. Cet examen est obligatoire. Si vous allez à l'hystérographie sans avoir fait une confirmation que vous n'êtes pas enceinte, ils ne vous prendront pas à l'examen. Et cette hormonologie sert à ça, à être certaine que vous n'êtes pas enceinte lors de l'hystérographie. Donc ça, c'est la même chose. Donc c'est les bêta-HCG. Donc en clair, c'est donc, et pour voir si vous avez été si vous êtes enceinte, pardon. J'ai du mal avec cette perche, c'est un enfer. Vous m'accordez 2 secondes, j'essaye de la régler à nouveau. Oui, parce que là c'est beaucoup plus leste. One shot, hein, les vidéos, vraiment, faut pas me demander d'être caméraman.
Mais ça veut pas, ça veut pas. Ah, on n'est pas trop mal là. On va rester comme ça. Hop. Et vous avez également dedans un compte-rendu pour les femmes cycliques et les femmes ménopausées. En l'occurrence, putain, j'aimerais tellement pouvoir être sûre et certaine que vous puissiez voir. Donc, vous avez cette palette de chiffres et juste là, vous voyez les références. Ce qui vous permet de savoir si vous vous situez dans le cycle des femmes ménopausées ou, pardon, dans le type des femmes cycliques ou dans le type des femmes ménopausées. En l'occurrence, je suis aussi très bien située. Là, nous avons le compte-rendu de l'hystérographie. Donc, j'ai mes clichés, où je vous rappelle que du colorant a été injecté également de nouveau, cette fois à l'intérieur de mes trompes. On est venu avec un appareil serrer l'intérieur de l'utérus pour que mes trompes, en fait, bon, comment je vais vous mimer ça? Les trompes sont à peu près comme ça. L'examen est venu resserrer le milieu. Et afin de pouvoir voir les écoulements, etc. Donc, hystérosalpingographie. Technique, opacification sans incident de la cavité utérine après désinfection cervico-vaginale. Encore une fois, il précise la désinfection, je vous en remercie beaucoup. Dans l'indication, il y a écrit bilan d'infertilité. Très bien. Conclusion, les trompes sont bien perméables, donc perméabilité tubaire bilatérale, ce qui signifie que mes deux trompes peuvent laisser passer la le spermatozoïde pour pouvoir être fécondé. J'ai juste une petite particularité, utérus rétroversé de morphologie normale. Mais ça, je le savais déjà. On l'a détecté lors de mes examens d'endométriose. En clair, au lieu d'avoir la trompe gauche du bon côté et la trompe droite du bon côté, hop, j'ai la trompe droite à gauche et la trompe gauche à droite. Mais ça, c'est très très courant. Très 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 courant. Ce qui est très courant également, que je ne vous ai pas précisé, c'est le HPV. Le papillomavirus, 80% des personnes qui ont des rapports non protégés au moins une fois dans leur vie, 80% vont l'attraper. C'est quelque chose qui peut disparaître comme il est venu. C'est quelque chose qu'on découvre chez les femmes enceintes lorsqu'elles ont un bébé. Vraiment, j'insiste, c'est un vrai chiffre. 80% des femmes et des hommes qui ont des rapports tout au long de leur vie sont porteurs du HPV, du papillomavirus, au moins une fois. Et oui, il faut le savoir, c'est hyper courant. Sauf que il y a des cas, comme moi, comme d'autres personnes, où ça va être un petit peu plus problématique, puisque voilà, j'ai des particularités, comme le manque de la rate, avec l'endométriose, qui vont faire que je ne cicatrise pas forcément très bien, en plus de ça, le fait de ne pas avoir la rate favorise les cellules cancéreuses, et je mange beaucoup de sucre, et les cellules cancéreuses se nourrissent du sucre, il faut le savoir. Et bon, on fait attention. De plus en plus, j'ai jamais été aussi saine et j'ai jamais autant fait attention. Ce qu'il me reste à faire, comme je vous disais, maintenant, c'est le rendez-vous avec la biochimie pour montrer tous mes examens sanguins. La biochimie, c'est ceux qui vont estimer le donneur compatible à la banque de sperme. C'est une biologiste que je vais rencontrer qui va lire tous mes examens sanguins et tous mes examens tout court aussi, je pense, et qui va trouver le meilleur donneur pour que
que... Excusez-moi. Aïe, je m'excuse, c'est la fin de journée, je n'en peux plus. Je vais vous expliquer pourquoi je n'en peux plus. Un instant. Donc, après, après tout ça, donc j'ai rendez-vous à la biochimie, j'ai rendez-vous à l'assistante sociale et j'ai rendez-vous également au psychologue qui est censé être un soutien. Bon, évidemment que s'il a des warnings énormissimes, il va totalement dire non, cette femme est instable, elle est incapable d'avoir des enfants, de s'occuper d'enfants, pardon, et encore heureux que tout le monde ne peut pas... Oh, je suis désolée, c'est totalement impoli. Évidemment que ils sont obligés aussi de regarder l'état de santé mentale de la personne. Et j'ai toute une enquête à remplir avant de me rendre à ces 3 rendez-vous. Enquête familiale. Alors, le SECOS, c'est justement la banque de sperme et la biologie qui va me donner le donneur compatible. On me demande des antécédents médicaux de mes parents, on me demande si j'ai des frères et sœurs. Je suis tellement désolée. Pardon. De mes grands-parents, ça remonte très loin, mais on s'occupe vraiment de la génétique. C'est pas énormissime, mais voilà, on demande les antécédents personnels et familiaux. Je vois que la vidéo atteint 21 minutes. Je vais vous parler d'une décision que j'ai à prendre maintenant. J'ai été recontactée. J'avais été en contact avec cette clinique avant de me lancer en France par une clinique, une très très bonne clinique espagnole. Je vous fais une deuxième vidéo tout de suite pour vous expliquer tout ça. A tout de suite.